L'apnée. Une discipline pratiquée depuis des milliers d'années. On a plusieurs indices d'activité de plongée par des populations humaines datant de l'âge de pierre un peu partout autour du globe, notamment grâce à la présence de coquillages dans les résidus alimentaires de ces populations. Au Japon, les plongeuses Hama perpétuent une tradition de pêche sous-marine et de récolte d'algues en apnée vieille de 2 à 4 000 ans. Dans la Grèce antique, un commerce d'éponges de mer s'était développé autour de l'île de Kalymnos, dans la mer Égée. Les plongeurs se lestaient d'une pierre de 15 kg, la Scandalopétra, pour arriver au fond de l'eau et récolter les précieuses éponges. Ce commerce existe encore aujourd'hui. L'apnée en tant que discipline sportive est assez récente. On considère que ce délire pas très naturel de vouloir descendre le plus profond possible en une seule inspiration remonte à 1949. Suite à un pari, l'Italien Raimundo Bucher atteint une profondeur de 30 mètres. La nouvelle circule alors et d'autres essaient de battre ce record. Et depuis la rivalité entre Enzo Maiorca et Jacques Mayol, dont vous avez peut-être entendu parler par l'intermédiaire d'un petit film confidentiel de la fin des années 80, les records n'ont cessé d'être battus. Le record actuel, atteint en poids variable, ou no limit, où un individu se fait tracter par un poids et remonte ensuite à l'aide d'une bouée ou d'un treuil, est détenu par l'Autrichien Herbert Nicht, et est de 214 mètres. Et si ce sport est resté assez niche depuis tout ce temps, vu le succès du récent documentaire Netflix Au plus profond, ou The Deepest Breath dans sa version originale, ça ne m'étonnerait pas que plus de gens s'y essaient. Et si je vous parle de ça, c'est que l'année dernière, j'ai réalisé un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Je suis parti en Grèce sur l'île de Zakynthos, dans la mer Ionienne, pour passer mon niveau 1 d'apnée avec Apnea Academy. Et franchement, j'étais pas prêt à tous les trucs chelous qui se passent dans ton corps ou dans ta tête dès que tu commences à descendre, même au-delà de 10 mètres. Depuis, j'ai fait un stage à la piscine Y40 à Padoue, en Italie, qui était jusqu'en 2019 la piscine la plus profonde du monde, à 42 mètres. Le record est maintenant détenu par Deep Dive à Dubaï avec 60 mètres. Et je suis retourné en Grèce cet été pour 2 semaines pour passer mon niveau 2. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur le sujet pour vous partager un peu de ma nouvelle passion et faire le lien entre ce qui se passe au niveau de la façon dont la profondeur va affecter vos sens et votre physiologie et les implications biologiques et écologiques. Le premier truc qui va se passer quand vous mettez la tête sous l'eau, si vous n'utilisez pas de masque ou de lunettes, c'est que vous allez voir beaucoup moins bien. Notre œil est fait de telle façon que la cornée, l'humeur aqueuse et le cristallin forment une lentille qui permet aux rayons lumineux qui sont dans l'air de converger sur la rétine, et donc de faire la mise au point. Le changement d'angle des rayons lumineux est dû à la différence d'indice de réfraction entre l'air, la cornée et les autres composants de l'œil. Et certains muscles, les muscles ciliaires, permettent de changer la forme de cette lentille et de faire la mise au point à des distances différentes, un peu comme votre appareil photo. Ce sont d'ailleurs des changements du cristallin en vieillissant qui causent la presbytie, en forçant les rayons lumineux à converger derrière la rétine, et donc empêchant de faire la mise au point. Et le problème, lorsqu'on met la tête sous l'eau, c'est que l'eau n'a pas le même indice de réfraction que l'air. En fait, l'eau a à peu près le même indice de réfraction que la cornée, et le résultat est, comme dans la presbytie, une convergence des rayons lumineux derrière la rétine, au-delà de ce que les muscles ciliaires peuvent accommoder. Et ça, c'est vrai pour la majorité des gens. Mais une étude sur un peuple de nomades des mers du sud-est de l'Asie, les Moken, a montré que les enfants Moken avaient une acuité visuelle jusqu'à 2 fois supérieure à celle d'enfants européens. Les Moken ont développé leur culture autour de la mer et de l'apnée pour la récolte de nourriture. Les enfants Moken passent donc une bonne partie de leur temps sous l'eau dès leur plus jeune âge. Et il semblerait que cet entraînement intensif très jeune leur permette d'accommoder au-delà de ce qui est observé chez d'autres populations. Et une autre étude un peu plus récente a également montré qu'un entraînement de 2 mois chez des enfants européens permettait également d'augmenter leur acuité visuelle sous l'eau sur une durée de plusieurs mois après avoir arrêté l'entraînement. En gros, les muscles des yeux sont comme les autres muscles du corps. Plus on les entraîne, plus ils performent. La deuxième chose que vous allez remarquer lorsque vous allez plonger et commencer à descendre, c'est que les couleurs vont changer. Tout va devenir de plus en plus bleu et de plus en plus sombre. L'eau, comme tous les liquides d'ailleurs, absorbe les rayons lumineux, mais pas de façon uniforme sur le spectre des longueurs d'onde. Les premiers rayons à être absorbés seront les rayons à haute longueur d'onde, c'est-à-dire le rouge. Plus on descend, plus les rouges vont disparaître, et un objet rouge va alors virer au noir. Et si on continue à descendre, les rayons à haute et basse longueur d'onde vont être absorbés, alors que les rayons ayant une longueur d'onde autour de 500 nanomètres, la couleur bleue, vont toujours être visibles.
Et c'est pour ça que tous les poissons n'ont pas la même couleur selon la profondeur. Les poissons de surface vont plutôt être colorés, comme les poissons de récif, que ce soit pour se fondre dans les coraux ou pour attirer un ou une partenaire. Par contre, en descendant, vu le manque de couleur, la meilleure technique pour survivre devient le camouflage. Les poissons de couleur rouge vont paraître noirs et donc être moins facilement détectables par leurs prédateurs ou leurs proies, d'où leur présence plus fréquente. Bon, quand on plonge, on est plus focalisé sur ce qu'on voit, que ce soit sur la corde en apnée ou sur le paysage en bouteille, que sur ce qu'on entend. Et pourtant, on entend beaucoup mieux sous l'eau. Ou beaucoup moins bien. Enfin, je t'explique rapidement. L'eau est beaucoup plus dense que l'air, environ 800 fois plus dense. Le son va donc se propager bien mieux dans l'eau, et on pourra l'entendre sur de plus grandes distances. Mais il va aussi se propager beaucoup plus vite. Et ça va nous poser des problèmes pour détecter l'origine d'un son. Dans l'air, on peut détecter la direction d'un son grâce au délai qu'il met à atteindre nos deux oreilles. S'il arrive d'abord à l'oreille droite, le son vient de notre droite, et inversement. Le problème, si le son va très vite, c'est qu'il va y avoir un délai extrêmement court entre les deux oreilles, beaucoup plus dur à interpréter. Et ça peut être assez flippant quand on est en train de remonter et qu'on entend le son d'une hélice de bateau. On a plutôt intérêt à savoir d'où ça vient. Et c'est pour ça que des animaux comme les dauphins ont développé d'autres organes comme le melon, qui sont beaucoup plus pratiques que les oreilles pour utiliser l'écolocalisation. Bon, les changements de vision et d'ouïe quand on descend, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui va nous causer le plus de problèmes pour descendre le plus bas possible. Rentrons vraiment dans le vif du sujet. La première raison qui risque de vous faire remonter à la surface, c'est la douleur. Si vous plongez au-delà de 1,50 m, vous allez commencer à avoir très mal aux oreilles. Cette douleur est tout simplement provoquée par la différence de pression entre le milieu extérieur et la caisse du tympan qui communique avec votre bouche par les trompes d'Eustache. Lorsque vous descendez, la pression augmente à cause du poids de la colonne d'eau au-dessus de vous. Si on prend la loi des gaz parfaits pour simplifier, PV égale nRT, à température constante, si la pression augmente, le volume doit nécessairement diminuer pour équilibrer. Donc si vous mettez un ballon rempli d'air sous l'eau, il va se compresser et diminuer de volume, de façon à ce que la pression à l'intérieur s'équilibre avec la pression de l'eau à l'extérieur. À 10 mètres de profondeur, la pression est 2 fois celle de la surface. D'après notre formule, si la température est constante, ça veut dire que le volume du ballon va diminuer de moitié. À 20 mètres, la pression est 3 fois celle de la surface et le volume le tiers, etc. Le problème avec le crâne humain, c'est qu'il est beaucoup moins flexible qu'un ballon. La cavité d'air qui relie la bouche au tympan ne peut pas se compresser, à part au niveau de la membrane flexible du tympan. La pression de l'eau va donc pousser dessus pour essayer de faire diminuer ce volume, ce qui va mener à leur rupture si on ne fait rien. Pour éviter ça, on doit égaliser, c'est-à-dire augmenter la densité de l'air du côté interne des tympans. Il y a deux façons, en théorie, d'augmenter une pression. Soit on augmente la quantité d'air pour un volume constant, mais ça en apnée, c'est pas trop possible. Soit on fait diminuer un volume pour une quantité d'air constante. Et c'est ce qu'on fait quand on égalise. Il y a deux manières principales pour égaliser, la méthode de Vasalva et la méthode de Frenzel. La méthode de Vasalva consiste à faire remonter de l'air depuis les poumons jusque dans les trompes d'Eustache en poussant avec son diaphragme, un peu comme si on soufflait avec son nez, mais en gardant le nez bouché. Mais elle va commencer à poser pas mal de problèmes dès qu'on va vouloir descendre au-delà de 30 mètres. Comme les poumons sont remplis d'air, ils vont aussi se compresser, comme notre ballon du début, jusqu'à devenir trop petits pour que le diaphragme puisse pousser plus loin et l'éviter. La méthode de Frenzel, elle, consiste à isoler de l'air dans la bouche en l'isolant des poumons à l'aide de la glotte. On va alors pousser l'air vers nos tympans grâce à la langue. Pour pouvoir descendre et continuer à égaliser à des profondeurs extrêmes, au-delà de 100 mètres, les apnéistes de très haut niveau vont donc effectuer ce qu'on appelle une charge entre 20 et 30 mètres de profondeur. Une charge consiste à faire remonter l'air des poumons vers la bouche, à une profondeur à laquelle cela est encore possible. Et on peut le faire en prononçant par exemple la lettre N, comme ça. Comme le volume se réduit de façon proportionnelle à la profondeur, il sera divisé par 2 à 10 mètres et par 3 à 20 mètres par rapport au volume en surface. Par contre, en prenant le volume à 20 mètres comme référence, donc après une charge, il faudra descendre jusqu'à 50 mètres pour que ce volume soit divisé par 2 et jusqu'à 80 mètres pour le diviser par 3. Donc plus on descend, moins on a besoin d'égaliser souvent. Et c'est pour ça qu'effectuer une charge entre 20 et 30 mètres de profondeur permet à la fin d'atteindre des profondeurs extrêmes. Et les mammifères marins, comme le cachalot qui peut descendre à plusieurs milliers de mètres,
ont développé des particularités anatomiques uniques pour pouvoir descendre à de telles profondeurs sans avoir à égaliser de cette façon. Les cétacés ont notamment la cavité de l'oreille moyenne tapissée de veines qui peuvent se remplir de sang pour venir combler ces espaces et empêcher les différences de pression en réduisant le volume. La diminution du volume des poumons pourrait également poser des problèmes en descendant trop profond. Dans les premiers temps de l'apnée, des calculs théoriques prédisaient que l'on ne pourrait pas descendre au-delà de 30 ou 40 mètres de profondeur, sans quoi les poumons imploseraient à cause de l'augmentation de pression et de la diminution du volume. Mais c'est là que la nature nous a réservé une belle surprise, au doux nom de blood shift, ou érection pulmonaire. Le blood shift fait partie d'un ensemble de réactions physiologiques que les mammifères affichent suite à une immersion sous l'eau. Le réflexe d'immersion du mammifère. Lorsque l'on met la tête sous l'eau froide, plusieurs phénomènes vont se mettre en place, et notamment une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins en périphérie pour irriguer en priorité les organes centraux, c'est-à-dire les poumons, le cœur et le cerveau. Ceci va donc entraîner un afflux sanguin plus important dans la région des poumons qui va venir combler les vides laissés par la réduction de volume des poumons. Une autre chose qui va se passer lorsque vous allez commencer à descendre, pas du tout douloureux et assez sympa, c'est qu'à passer une certaine profondeur, vous allez commencer à couler tout seul. Notre corps flotte dans l'eau grâce à la poussée d'Archimède. Si vous vous souvenez de vos cours de collège, la poussée d'Archimède dit qu'un corps immergé subit une force verticale vers le haut qui est égale au poids du volume de liquide déplacé, c'est-à-dire au poids du volume occupé par votre corps. Pour faire simple, l'air dans vos poumons augmente le volume de votre corps et rend donc votre corps moins dense que l'eau, ce qui fait qu'on flotte. Mais comme on vient de le voir, plus on descend, plus nos poumons vont se contracter et notre volume va diminuer. La poussée d'Archimède va donc diminuer. Et à 10 mètres environ, avec les poumons pleins et sans combinaison ou sans poids, notre densité va être à peu près égale à celle de l'eau, ce qui fait qu'on va rester à profondeur constante. Et au-delà de ces 10 mètres, notre densité va devenir supérieure à celle de l'eau, et donc on va se mettre à couler tout seul. Et c'est une sensation assez étrange de faire cette chute libre. Tout est beaucoup plus calme et paisible. Enfin, ça c'est jusqu'au moment où il faut remonter. On doit alors combattre cette force qui nous attire vers le bas jusqu'à atteindre à nouveau la profondeur de flottabilité positive et pouvoir remonter prendre une goulée d'air bienvenue. Une fois qu'on maîtrise un peu l'égalisation, il reste un autre élément essentiel pour pouvoir descendre le plus profond possible. Et oui, là-bas dans le fond, De pouvoir retenir sa respiration longtemps. oui, bravo, bravo. Le record officiel d'apnée en statique obtenu en piscine est aujourd'hui de 11 minutes et 54 secondes. Et ce record serait probablement impossible à obtenir à l'air libre. Et c'est encore le réflexe d'immersion qui l'a rendu possible. Et qui m'a permis, entre autres, de retenir ma respiration pendant 4 minutes l'été dernier. 4 minutes. No. Une des composantes du réflexe d'immersion est la bradycardie, c'est-à-dire une diminution de votre rythme cardiaque, et donc un ralentissement de la circulation sanguine, ce qui va entraîner un ralentissement des échanges gazeux entre l'air de vos poumons et votre sang. On va donc consommer moins d'oxygène lorsqu'on est sous l'eau que lorsqu'on est à l'air libre. Cette réponse à l'immersion a en fait été découverte dans les années 1870 en faisant des expériences sur des canards. Paul Bert, un physiologue français, a observé, à une époque où les questions d'éthique sur l'ordre d'expérimentation animale ne se posaient pas vraiment, que des canards mettaient plus longtemps à mourir d'asphyxie lorsqu'on les maintenait sous l'eau plutôt qu'à l'air libre. 20 ans plus tard, Charles Richet, un autre physiologue français, a montré que cette différence disparaissait lorsque l'on sectionnait le nerf vague des canards. Le nerf vague est responsable de fonctions corporelles non volontaires, comme les battements cardiaques. Les expériences de Richet ont donc permis d'identifier la diminution du rythme cardiaque comme la cause du temps de survie plus important chez ces canards. Un dernier élément du réflexe d'immersion qui nous permet de retenir notre respiration plus longtemps sous l'eau est la contraction de la rate. Dilate la rate, mon fidèle homme de main, debout! Cette contraction de la rate éjecte un surplus de globules rouges dans notre sang, ce qui va augmenter sa concentration en oxygène et donc nous permettre de rester plus longtemps sans respirer. Ce phénomène est notamment important chez les phoques, qui ont une rate extrêmement large par rapport au volume total de leur corps, ce qui leur permet donc de rester très longtemps sous l'eau. Chez les humains, une population de nomades de la mer, les bajots, vivant en Asie du Sud-Est, a également une rate disproportionnée par rapport au reste de l'espèce humaine.
Et contrairement à l'acuité visuelle exacerbée du peuple Moken dont on a parlé précédemment, qui serait une réponse plastique à leur mode de vie aquatique, cette taille de la rate du peuple Bajo serait en fait une réponse adaptative. Et cette particularité génétique leur permettrait de retenir leur respiration jusqu'à 13 minutes à 60 mètres de profondeur, donc bien au-delà du record actuel officiel de 11 minutes 54. Étant donné que les changements physiologiques du réflexe d'immersion s'observent en fait chez tous les vertébrés terrestres, à différents niveaux, il s'agit probablement d'une évolution génétique des premiers poissons à poumons, qui leur permettrait de survivre mieux en milieu aquatique. Chez les primates, le réflexe d'immersion est particulièrement poussé chez les humains, plus que chez toutes les autres espèces de singes ou de grands singes. Dans les années 60, le biologiste marin Alistair Hardy avait proposé une théorie d'une origine aquatique de l'humain. Selon cette théorie, les ancêtres des humains modernes auraient développé un mode de vie aquatique, notamment pour se nourrir, qui les aurait menés à se différencier des autres primates, notamment d'un point de vue capillaire, en perdant leurs poils et en menant à la bipédie. Depuis, en plus du fait que la majorité des anthropologues considèrent ces arguments comme étant plutôt bancals, Quoi? On dit des chacos? la découverte de fossiles hominiens dans l'est de l'Afrique a fini d'enterrer définitivement cette théorie, même s'il est vrai qu'on la voit ressortir de temps en temps. Bazinga! Mais au-delà de l'aspect scientifique, que ce soit physiologique, biologique ou écologique, l'apnée est surtout un sport super kiffant si on est un peu réceptif au côté introspectif et méditatif. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de mieux connaître cette discipline encore trop méconnue. Ouais, on est loin des 4 minutes quand même.